Bonjour tout le monde et bienvenue aux vidéos de révision de fin d'année pour l'univers matériel. Je ne sais pas combien de vidéos ça va prendre, j'espère que je vais réussir à le faire dans 1 ou 2 vidéos. Je vais vous demander encore une fois de prendre vos feuilles bleues. Je vais commencer avec le document Univers matériel, note de cours 1. Donc, on a commencé l'année en parlant de la matière. Alors, la définition de matière, ici, dans cette première section-là, il y a 3 définitions simples et courtes, ce qui veut dire qu'elle pourrait être demandée. Définition de matière, tout ce qui possède une masse et occupe un volume. Donc la matière, on a vu, elle est composée d'atomes et les atomes se combinent pour donner des molécules. On a vu aussi de quoi était constitué un atome, soit d'un noyau qui est fait de protons et de neutrons, les protons étant des charges positives, et autour de ça tournent des électrons qui sont des charges négatives. Maintenant, tous les atomes sont répertoriés sur un tableau qu'on appelle le tableau périodique des éléments. Donc, la chose importante là-dedans à retenir, la définition de matière, est de savoir que il faut plusieurs atomes, au moins 2, pour former une molécule. On a ensuite parlé de la masse. La masse, définition facile, donc quantité de matière dans un corps. On a vu que les unités de mesure sont le kilogramme et ses cousins et qu'on mesure la masse grâce à la balance. Nous, en cours, on a travaillé avec la balance à triple fléau. Donc, on va voir les parties de la balance à triple fléau. Je vous rappelle, il y a le plateau, le bouton d'ajustement, les curseurs, les fléaux et les règles graduées, et l'aiguille et le point zéro. Donc, quand on utilise une balance, c'est relativement simple. On garde la surface propre, on met notre objet, on déplace les curseurs, toujours en commençant par le plus gros, et la pesée va être terminée lorsque l'aiguille va être en ligne avec la ligne du point zéro. D'accord? Pour mesurer la masse d'un corps qui est solide, on fait juste le déposer sur la balance. Pour mesurer la masse d'un corps qui est soit liquide ou granuleux, ce qu'on va devoir faire, c'est mesurer un contenant vide avant et ensuite soustraire la masse de ce contenant-là à la masse finale. Donc, on appelle ça faire la tare. On a parlé ensuite de volume. Alors, le volume, l'espace occupé par un corps. On a vu différentes choses pour mesurer le volume. Si on parle d'un corps régulier, comme un cube ou un prisme à base rectangulaire, on utilise notre formule V est égal à L fois H. Et ça se donne en centimètres cubes. Si on mesure un liquide, on doit utiliser un contenant gradué, comme un cylindre gradué, n'importe quoi qui est gradué va mesurer le volume avec plus ou moins de précision. Donc, à ce moment-là, on va donner ça en millilitres ou en litres. Pour utiliser un cylindre gradué, je vous rappelle qu'on doit le déposer sur une table bien droite, déposer notre contenant, verser notre liquide, et regarder la base du ménisque pour savoir où ça arrive. Et bien entendu, préalablement, il faut avoir déterminé combien vaut chaque petite ligne. Donc, pour déterminer la valeur de chaque petite ligne, je vous rappelle qu'on prend, par exemple, si on a 10 ml et 5 ml, on va faire 10 moins 5. Et si cet espace-là est divisé en 10, bien, on va faire 5 divisé par 10, ce qui donnerait 0,2. Chaque ligne vaut 0,2. Donc ça, vous avez des exercices dans votre cahier où vous pouvez aller vérifier si vous avez besoin de vous rassurer là-dedans. On a aussi vu comment mesurer le volume lorsqu'il s'agit d'un corps irrégulier, un corps qui a une forme tout croche pour lequel je ne peux pas prendre une règle pour le mesurer, puis je ne peux pas le verser juste dans un contenant parce qu'il n'est pas liquide. À ce moment-là, on va y aller par déplacement d'eau. Par déplacement d'eau, il y a 2 possibilités. Ou bien on prend un vase à trop plein, donc on remplit notre vase à trop plein, on met un cylindre gradué sous l'ouverture, on dépose l'objet et tout l'excédent d'eau s'en va dans notre cylindre et ça correspond au volume de notre objet. Ou
On peut aussi aller avec un cylindre gradué dans lequel on met une certaine quantité d'eau qu'on mesure. Pas besoin d'être juste pourvu qu'on sache quelle quantité d'eau. On dépose l'objet, l'eau monte, et ensuite on fait la soustraction entre les deux et le déplacement d'eau correspond au volume de l'objet. Donc ça, c'est une autre possibilité. On a vu aussi, nous, on a parlé de masse volumique. Donc, on a vu que la masse volumique, c'est la quantité de matière, mais par unité de volume. Alors, pour la masse volumique, je veux vous rappeler qu'on a une formule, ρ est égal à m divisé par v. Et donc, on remplace le m par la masse, on remplace le volume, le v par le volume. Ça va nous donner une réponse qui va être soit en grammes par centimètre cube ou en grammes par millilitre. D'accord? Et à ce moment-là, comme la masse volumique est une propriété caractéristique, on est capable d'identifier la substance. Vous n'aurez pas besoin de calculatrice à l'examen, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de problème. Ça va être soit des problèmes avec des valeurs très simples ou on va donner l'équation. Donc, préoccupez-vous pas d'avoir une calculatrice. Donc, ça, c'est pour le premier document. On passe maintenant au deuxième document, qui était Univers matériel, note de cours numéro 2. Dans cette section-ci, on a parlé de l'état de la matière. Donc, pour l'état de la matière, je vous rappelle que moi, j'avais fait, on faisait référence aux Romains dans Astérix et Obélix. Donc, on se rappelle qu'une substance qui est solide, OK, les molécules se tiennent très serrées. C'est la formation tortue pour nos Romains, OK? Elles ne bougent pas les unes par rapport aux autres. On peut pas les coller plus, sont déjà collés au maximum, c'est incompressible, OK? Et ils n'ont pas beaucoup d'énergie. Ils ne bougent pas tant que ça. Lorsqu'on passe à l'état liquide, donc c'est nos Romains qui sont un petit peu sur le party, OK? Donc, à ce moment-là, les molécules bougent beaucoup plus. Elles sont capables de se déplacer les unes par rapport aux autres. Donc, elles bougent les unes par rapport aux autres, mais elles se tiennent toujours, OK? Donc, elles ont plus d'énergie, elles bougent plus. Et finalement, nos molécules gazeuses, bien ça, c'est les Romains attaqués par les Gaulois, c'est-à-dire ils vont dans tous les sens, ils bougent très rapidement, ils ne se touchent plus. Donc, dans une molécule, à l'état gazeux, les molécules ne se touchent plus, elles bougent beaucoup, elles prennent toute la place qu'elles peuvent occuper. OK? Aussi, dans le liquide, elles vont occuper la forme du contenant, alors qu'un solide, c'est une forme déterminée. Ça, c'est les choses les plus importantes au niveau des états. On a ensuite parlé de température, donc on a travaillé avec la température. La température, c'est le niveau d'agitation de nos molécules. Plus nos molécules bougent vite, plus la température est élevée et plus notre substance prend de la place. De façon générale, la seule exception à ça, vous savez, c'est l'eau près du point de congélation. Donc, la température se mesure avec le thermomètre en degrés Celsius ou en degrés Kelvin, mais nous, on a presque toujours utilisé les degrés Celsius. On a ensuite parlé de transformation, les transformations physiques et les transformations chimiques. OK? Transformation physique et transformation chimique. Je vais commencer avec les transformations chimiques. Les transformations chimiques, c'est lorsqu'une substance change complètement de nature. Elle change de nature, c'est-à-dire que nos molécules vont se défaire en atomes et vont se recombiner pour donner des nouvelles substances. Donc, notre substance de départ, elle n'est plus là. Rappelez-vous l'exemple avec les blocs Lego. J'ai une voiture, j'ai une maison, j'ai défait complètement, puis je fais un train. La maison et la voiture ne sont plus là. OK? Donc, ça, c'est une transformation chimique. On a des indices pour ça. Il va y avoir souvent un dégagement de gaz, un changement de couleur, un dégagement d'énergie comme de la chaleur, du feu, de la lumière. OK? Ça, c'est nos indices principaux. Les changements physiques maintenant, les transformations physiques, la substance reste toujours la même. C'est toujours la même substance. Donc, rappelez-vous, j'avais pris du papier, je le chiffonne, je le mouille, c'est du papier. C'est des transformations physiques. Je le déchire, c'est du papier. Je le fais brûler, transformation chimique.
Donc, pour les changements physiques, vous aviez plusieurs exemples dans votre document. On parlait de pliage, de découpage, de laminage, de moulage, de déchiquetage. Donc, si j'ai un lapin en chocolat que je fais fondre, puis j'en fais des pépites de chocolat après, ou j'en fais un ours en chocolat, c'est encore du chocolat, je vais le manger quand même. Ça va? Parfait. On a ensuite parlé des mélanges, OK? On a vu qu'il y avait deux grandes sortes de mélanges. Les mélanges homogènes, homogène qui veut dire tout pareil, et les mélanges hétérogènes. Donc, dès qu'on parle d'un mélange, c'est deux substances qui ont été mélangées ensemble. Ça ne peut pas être juste une substance. Tu ne peux pas être mélangé tout seul. Bien, tu peux peut-être être mélangé tout seul, là, mais ce n'est pas ça qu'on veut dire. Tu ne peux pas avoir un mélange avec juste une substance. C'est comme je donnais l'exemple en classe, tu ne peux pas être en couple célibataire. C'est la même chose. Alors, un mélange, on a toujours un minimum de deux substances ensemble. D'accord? Donc, mélange homogène. Ce qui va ressortir, c'est que quand on regarde notre mélange, ça nous semble une substance pure. Ça semble tout pareil. Tout est pareil. OK? On n'est pas capable de distinguer les constituants. Il y a une seule phase visible et tout semble avoir la même apparence. Alors qu'un mélange hétérogène, on est capable de voir les différents constituants, on est capable de voir plus d'une phase visible et c'est ça, tout un mélange et au moins deux substances. Alors, si je prends par exemple une boisson gazeuse dans un verre, je vois ma boisson et je vois les bulles. Je vois deux choses, mélange hétérogène. Mais si j'ai de l'eau salée dans un verre, je ne vois pas le sel se promener. Je ne peux pas dire « Wow, petite molécule de sel, là ». Non, je ne le vois pas. Donc, mélange homogène. D'accord? Alors, ça, c'était relativement simple. Là où ça va être un petit peu plus loin pour vous, c'est la séparation des mélanges. Comment on peut séparer les mélanges? Donc, pour séparer les mélanges, on se rappelle qu'il y a différents moyens selon si on a un mélange homogène ou un mélange hétérogène. La majorité des façons qu'on a vues vont pour des mélanges hétérogènes, c'est-à-dire, on a parlé de décantation. Décantation, c'est lorsqu'on laisse reposer une substance dans le fond et on verse simplement. Donc, on va utiliser ça, par exemple, pour un mélange hétérogène d'eau et de sable. On a ensuite vu la filtration. La filtration, c'est un procédé qui est basé sur la différence de grosseur de particules. Il faut absolument que j'ai une partie de mon mélange qui est soit gazeux ou liquide. Donc, par exemple, je prends des pâtes que j'ai fait cuire dans l'eau, je les verse, je garde juste les pâtes, je laisse aller l'eau, c'est une filtration. OK? Mais c'est la même chose dans la sécheuse. La sécheuse, il y a de l'air qui passe avec plein de poussière. La poussière reste prise dans notre filtre, l'air sort dehors. Bien, c'est une filtration aussi. Donc, il ne faut pas oublier qu'il y a beaucoup de filtrations qui se font avec les gaz. Et ça, c'est toujours basé sur la grosseur des particules, mais il y a absolument une partie de notre mélange qui est gazeux ou liquide. Si on fait une séparation de mélange basée sur la grosseur des particules et tout est solide, à ce moment-là, on appelle ça le tamisage. Donc, on se rappelle, là, dans le carré de sable, quand on prend le sable et on le tamise comme ça c'est du tamisage. Ça revient au même que la filtration, c'est juste que ça porte un nom différent lorsque les particules sont solides. Et finalement, on a vu la distillation. La distillation, je vous rappelle, c'est un procédé qui est basé sur la différence des températures d'ébullition. Donc, on fait chauffer un mélange, la première substance qui va partir en ébullition, c'est celle-ci qui va devenir gazeuse, monter dans notre système, refroidir et être recueillie. On peut séparer nos substances comme ça. On va avoir, étant donné que la distillation c'est relativement complexe, on va l'utiliser surtout pour des mélanges homogènes. On n'utilisera pas la distillation pour un mélange hétérogène alors qu'on pourrait prendre une filtration. Okay? Ça va dépendre des cas. Donc, je vais arrêter là pour cette section-là et je vais continuer pour le troisième document sur une autre vidéo.